Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Céline Café qui sera consacré aujourd'hui au lin comme matériau, un matériau naturel, résistant, léger, avec une empreinte carbone faible. Il est cultivé principalement en France et en Europe et transformé en fibre technique, utilisé dans différents secteurs, et on va regarder dans le nautisme, la course au large, comment il est utilisé. Ça représente une innovation, des expérimentations vertueuses qui permettent d'allier performance technique et respect de l'environnement. Ces applications sont déjà bien exploitées dans le textile, mais restent un petit peu en développement dans les composites. Et du coup, on va se poser les questions sur comment passe-t-on de la plante à un matériau technologique offrant des performances comparables aux solutions traditionnelles. Et puis surtout adapté aux conditions extrêmes du nautisme et de la course au large. Et aujourd'hui, donc j'ai 3 invités. J'ai Anne Nizri. Bonjour Anne, tu es responsable marketing Bonjour. Terre de Lin. Bonjour. Donc Terre de Lin est une coopérative pionnière de la filière lin en France. Roland Jourdain, fondateur de la société Kairos et Skipper Emérite. Bonjour Roland. Bonjour. Et Christophe Ballet, professeur des universités et chercheur spécialisé en biocomposite à l'UBS et l'IRDL. Bonjour Christophe. Bonjour. Et pour commencer, j'avais demandé à Anne de nous présenter déjà Terre de Lin, ce que vous faites, et nous expliquer un petit peu la phase très amont du lin, à savoir la culture, et un petit peu le marché du lin en général, pas spécialement dans le nautisme. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots déjà de Terre de Lin ? Oui, bien sûr. Donc, Terre de Lin, c'est une coopérative agricole qui est spécialiste de la production de lin. On est basé en Normandie, on représente à peu près 15% de la production mondiale de lin. On a 850 agriculteurs qui travaillent avec nous. C'est 410 salariés, 6 sites de production. Et notre spécificité, c'est qu'en fait, on intègre toutes les phases amont de la culture du lin, c'est-à-dire qu'on part de la création variétale, la création de nouvelles variétés de lin. On fait de la production de semences. Nos adhérents cultivent le lin et on extrait la fibre dans nos usines de teillage. Et on va même jusqu'au peignage, qui est la première étape de filature. Et on a lancé depuis 15 ans à peu près une petite unité visant à développer les applications du lin dans le marché du composite. Voilà, ça c'est pour Terre de Lin. Ok. Et du Oui. coup, oui, aujourd'hui, ça représente combien de matières ? On peut parler d'hectares cultivés Alors, pour Terre de Lin, et puis globalement en Europe. Alors, en Europe, puisqu'en fait, la production de lin, c'est une bande, tu l'as dit tout à l'heure, qui part de Caen à Amsterdam. Ça, c'est la production de lin dite de qualité. Ça représente 220 000 hectares en Europe. Et nous, Terre de Lin, on est aujourd'hui autour de 23 000 hectares, si ma mémoire est bonne, sur les dernières statistiques. D'accord. C'est une plante qui apprécie ces températures-là un peu tempérées, donc peut-être qu'elle souffre un petit peu en ce moment. Alors, Mais absolument. Exactement. Alors, le lin, c'est vraiment une plante qui aime un climat tempéré, avec un peu d'humidité, un peu de soleil, un peu de vent, mais elle n'aime pas du tout les excès, même si on en cultive en Égypte. C'est une plante qui aime bien des températures assez stables. Et donc, ce qui se passe en ce moment, la plante, forcément, elle souffre. Excès de chaleur, on n'a pas toujours de l'eau au bon moment. Voilà, on est dans des enjeux que rencontre toute l'agriculture actuellement. Exactement. Tu nous as parlé rapidement du process après l'exploitation. Donc, on cultive la plante. Qu'est-ce qui se passe derrière pour arriver jusqu'à la filature ? C'est quoi les différentes étapes ? Il y a du nettoyage, il y a de la sélection. Comment ça se passe ? Alors, après la culture, ce qui se passe, c'est que les pailles, puisque ça se présente sous forme de paille, elles sont stockées chez les agriculteurs.
Et l'année qui suit, parfois un peu plus, selon l'importance de la récolte, on extrait la fibre dans les usines de teillage. Donc le teillage, c'est une opération qui est 100% mécanique, qui se produit donc à proximité des exploitations de nos adhérents. Une fois qu'on a extrait la fibre, généralement, on vend cette fibre à des filatures. Mais nous, chez Terre de Lin, on a une première opération de l'étape de filature que l'on appelle le peignage, qui consiste à paralléliser les fibres et à les étirer. Et une fois que cette opération-là est faite, on peut filer la fibre en filature, puisqu'aujourd'hui, les marchés principaux, les débouchés principaux de la fibre de lin, c'est le textile, où donc on va faire du fil, puis après du tissu. Et enfin, une fois qu'on a fait du tissu, on fait des vêtements ou on fait du linge de maison et ça se retrouve dans les magasins pour être commercialisé auprès de nos consommateurs. Voilà. Le textile est un gros consommateur de votre production, il me semble. Alors, en fait, depuis effectivement une dizaine d'années, auparavant, le lin était présent très ponctuellement dans les collections selon la mode. Mais depuis une quinzaine d'années, le lin est présent tous les ans dans les collections. On commence même à en voir dans les collections de demi-saison, mélangées à d'autres matières. C'est une matière qui est très appréciée parce qu'elle est peu impactante d'un point de vue environnemental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peu impactant ? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus, c'est en fait qu'elle est faiblement consommatrice d'eau, puisqu'en fait, généralement, on n'irrigue pas la culture, sauf dans des périodes comme celle-ci. Ponctuellement, certains agriculteurs vont irriguer, mais de façon très, très raisonnée. Et de toute façon, c'est une culture qui consomme peu d'eau. Et puis, c'est aussi une culture qui consomme peu d'intrants. On met très peu d'azote, contrairement à d'autres cultures, et on intervient en fait sur la culture que si la fibre est en danger en termes de qualité. Donc, ça veut dire que c'est une culture où on va beaucoup observer, on va être très vigilant. De toute façon, la fibre, on n'aime pas quand elle reçoit trop d'intrants. C'est pas bon pour la qualité. Donc, c'est vraiment une culture raisonnée. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est très appréciée aujourd'hui parce qu'elle est complètement dans les problématiques que l'on a aujourd'hui sur l'environnement, en fait. Okay. Et donc, pour la partie composite, tu disais avoir ouvert un laboratoire ou une Alors, filière en fait, on n'a rien ouvert. En fait, on essaye aujourd'hui. Notre gros enjeu, c'est qu'on est très dépendant de la Chine, puisqu'en fait, le marché textile, du fait de la configuration du marché, se trouve principalement, nos clients se trouvent principalement en Chine et en Asie de façon générale. Et donc, nous, la coopérative veut se diversifier sur d'autres marchés. C'est pour ça que depuis une quinzaine d'années, on s'intéresse à diversifier nos marchés, notamment sur le marché des composites. Et donc, on a créé une unité au sein de Terre de Lin qui s'appelle TDL Technique, dont l'objectif est de diversifier nos marchés. L'objectif est de se diversifier sur le marché du composite. Donc, on prépare les fibres de lin pour être utilisées dans le marché des composites. C'est-à-dire qu'on fait... schématiquement, parce que mais en gros, on fait une filature qui est adaptée au marché du composite. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques Est-ce que c'est la même plante, la même fibre? Vous faites une sélection, vous triez ou comment ça se passe? En fait, à la base, ce sont les mêmes fibres qui sont cultivées en plaine. On cultive certaines variétés, donc c'est toujours les mêmes fibres. Par contre, on sélectionne sur la base de la production existante, on va sélectionner pour les marchés techniques des fibres dont les caractéristiques vont être stables, puisqu'une des attentes du marché technique, c'est vraiment la stabilité des qualités dans le temps. Ça, c'est le premier point, c'est la sélection des fibres. Le deuxième point, ça va être de mélanger plusieurs lots de fibres entre elles pour apporter là aussi une stabilité dans le temps du produit que l'on va commercialiser. Et en fait, à la base, comment on sélectionne les fibres? C'est vraiment pour atteindre certaines caractéristiques techniques qui sont attendues sur le marché des composites. Que ce soit résistance, finesse, il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on va sélectionner les fibres pour avoir
à la fois les paramètres attendus par nos clients et à la fois, surtout, des stabilités de qualité dans le temps. D'accord. Christophe, justement, les caractéristiques attendues du lin pour faire des composites comme renfort. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a des questions justement de qualité de la fibre et tu rejoins ce que disait Anne sur le fait d'avoir une fibre identique ou en tout cas stable dans le temps. La variabilité est peut-être un des freins. Alors, moi, je pense que ce n'est pas un problème. On l'a étudié depuis pas mal d'années. On a publié sur ces sujets-là, donc je vais pouvoir donner les références. Parce que ça, c'est une grande question. Les gens se disent, mais une plante ne va pas donner la même chose. Donc, une forme d'angoisse, un changement suivant les années. Il n'y a pas d'angoisse d'ailleurs pour le blé, hein, est-ce qu'on est capable de panifier ou pas d'une année sur l'autre. Ils n'ont pas du tout la même angoisse. En réalité, on s'aperçoit que la plante, alors une plante, c'est 40 000 fibres, 40 000 cellules environ, hein, et donc il y a un effet d'homogénéité dans la plante. Ce que nous compte fait, c'est un modèle biomécanique. Pourquoi cette plante est remarquable? C'est parce que son rapport entre la hauteur et son diamètre est un modèle extraordinaire qui n'a jamais été, enfin qui est dans le vivant. Hein. C'est un rapport entre la hauteur et le diamètre de 350, alors qu'un bambou c'est 100 et un séquoia géant c'est 25. Et donc, s'il y a des telles performances pour la plante tienne debout, c'est parce que j'ai des cellules extérieures qui sont très très performantes. Donc, autrement, la plante tombe par terre. Hein. Donc, c'est assez simple. Donc, tout compte fait, il y a des variations. On s'est posé plein de questions sur les qualités, sur l'influence du patrimoine génétique, des conditions de croissance. Alors, des stress hydriques, ça c'est évident que c'est important, la qualité des terres. Et puis, il ne faut pas oublier que et ça c'est, je pense, une grande spécificité de ces plantes, ce sont des plantes à rotation de culture. C'est-à-dire qu'on ne revient pas chaque année sur la même parcelle. Il est recommandé de revenir tous les 7 ans, ce qui est une base d'agronomie intéressante, ce qui évite le développement de maladies. Donc, globalement, ce qu'on a étudié là il y a quelques années, j'ai encadré une thèse là-dessus en disant 4 années de suite, dans la même zone géographique, avec la même variété. Et on plante 4 fois de suite, alors sur des champs les uns à côté des autres, et on s'est aperçu que c'était plutôt les rendements à l'hectare qui changeaient que la qualité des fibres. Donc ça, il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Et puis, je pense qu'en termes de vocabulaire, il faut faire attention. L'intérêt, ce sont des plantes qui sont produites par des plantes qui ont été cultivées par des agriculteurs. Et ce qui permet la production des fibres, c'est la photosynthèse. Le gros intérêt de ces matériaux, c'est que ce sont des matériaux non pas naturels, mais des matériaux renouvelables. On ne va pas au milieu naturel prélever des fibres, c'est issu d'activités. Et donc, si on sait gérer ça correctement, on va récupérer des cellules de grande qualité, quoi. Et la particularité, alors, donc il y a un aspect biomécanique, il suffit de regarder la plante pour comprendre. Et puis un autre aspect, alors ça c'est l'héritage, hein, c'est l'évolution des espèces, c'est que le développement des cellules est très particulier avec un développement intrusif, c'est que les cellules s'allongent énormément. Et du coup, ce modèle qu'on retrouve sur l'ortie, sur le champ, la marie et la ramie, mais c'est propre à quelques cellules végétales, quelques plantes simplement, permet d'avoir des fibres de grande longueur, ce qui a permis aux hommes de faire des fils. Alors, ce sont des matériaux de rencontre, hein, mais on retrouve tout ça dès le néolithique et même avant. Hein, les gens font des fils, des tissus, mais ça, c'est une spécificité de ces plantes. Aujourd'hui, c'est plus utilisé, plus trop utilisé brut. Ça sert plutôt de renfort comme un matériau, comme dans les matériaux composites. C'est un des éléments d'une pièce. Ouais. Le gros marché, c'est les textiles, hein, c'est machines en lin, c'est un fil, donc on torsade, et il faut des grandes cellules très résistantes pour faire un fil très fin, de grande qualité, et un tissu alors, qui est très très agréable à porter. Je vous invite, moi, je porte ça toute l'année, et franchement, c'est extraordinaire. Alors peut-être que certains considèrent que ça devrait être froissé, mais ça simplement des rites d'expression. Anne, est-ce que ça demande une attention particulière pour les agriculteurs Oui, bien sûr. Le lin, c'est vraiment, pour les agriculteurs, c'est une des cultures les plus techniques et les plus risquées. Donc, en fait, ça veut dire que dès le semis, et même en amont du semis, l'agriculteur pense toute sa rotation en fonction du lin.
Il va penser sa rotation, notamment parce que le lin est sensible à la structure de la terre. Les longues racines du lin ont besoin de pouvoir s'implanter profondément et le lin n'aime pas du tout les problèmes de structure. Donc, il faut, par exemple, on ne plante pas de betteraves avant le lin ou de pommes de terre parce que ça déstructure le sol. On va préférer avoir avant d'autres types de cultures. Donc ça, c'est un premier point. Et puis aussi, régulièrement, pendant la culture, l'agriculteur est amené à venir observer sa culture. Comme on le disait, dans le lin, on ne fait pas de systématique. Et à chaque fois, l'agriculteur doit être très vigilant sur l'évolution de sa culture. D'accord. Mais ça tolère les rotations dans les champs de différentes Alors, ça ne cultures. tolère pas. Je rejoins ce que disait Christophe là-dessus. La rotation, c'est un point clé pour faire un lin de qualité. C'est vrai que si les rotations se raccourcissent de trop, on voit un épuisement des sols qui n'est pas bon pour la qualité de la fibre, qui n'est pas bon aussi effectivement pour le rendement. Donc oui, la rotation, c'est un point important. Après, un point sur lequel je divergerai peut-être un petit peu, et je n'ai pas du tout les connaissances scientifiques de Christophe sur ce point, mais nous, on est plus dans l'empirique et dans ce qu'on constate au quotidien. Sur la qualité de la fibre, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a la partie rouissage qui est un élément extrêmement important et qui conditionne quand même la qualité de la fibre in fine. Donc, il n'y a pas que la plante en tant que telle. Il y a aussi son environnement. On parlait de concurrence égyptienne ou asiatique. C'est quoi un lin de qualité comme il est exploité là en Europe ? En fait, le point qui est important à garder à l'esprit, en tout cas en Europe, quand on parle de lin de qualité, c'est qu'on vise de la fibre longue. Et la fibre longue, pour l'obtenir, il faut avoir une fibre qui soit relativement résistante et qui, au moment du taillage, donne un rendement de fibre longue supérieur à un rendement, plus important qu'un rendement de fibre courte. Et pour ça, je le disais, il faut des fibres résistantes. Et c'est tout le point, toute la différence entre les fibres que l'on a en Égypte et les fibres que l'on a chez nous, c'est que on va avoir davantage de fibres longues que de fibres courtes. Après, c'est vrai qu'en Égypte, ils ont moins d'irrégularités de climat puisque eux, ils rouissent dans des bacs et pas au sol comme nous le faisons. Et du coup, ils ont peut-être des qualités qui sont plus constantes. Mais rouir dans des bacs, ça a aussi une contrepartie, c'est que sur le plan environnemental, ça pollue les eaux, notamment du Nil. Donc voilà, c'est tous des questions de compromis en fait. Très bien. Roland, Christophe, comment est-ce qu'on passe du jean en lin ou la chemise au maritime ? Est-ce que c'est adapté aux contraintes maritimes? Pour construire un bateau, on cherche de la légèreté, de la résistance, de la durabilité, de la résistance au milieu marin, qui est quand même un environnement assez extrême. On dit sévère, je crois, dans l'industrie. Comment ça a commencé au-delà des voiles en lin il y a quelques milliers d'années comme matériau composite? Bonjour, je vais relaisser la parole à Christophe direct parce que nous, en fait, on a commencé à cause de bonhommes comme Christophe et de quelques autres à une période où moi, je me posais beaucoup de questions sur l'avenir de nos modèles au sens large et du mien en particulier, comment on fera les bateaux de demain. Ça fait une quinzaine d'années. Et donc, je vais repasser le ballon à Christophe parce qu'on s'est inspiré de la recherche fondamentale de Christophe et de l'UBS en particulier, pour nous rester dans notre rôle de petit artisan après la recherche fondamentale. Tu nous diras comment tu as fait ces expérimentations après. Alors. Christophe, comment on passe au maritime alors ou au composite? Alors, juste pour compléter ce que je dis, Anne, il faut faire attention, on a un problème de vocabulaire. Il y a des cellules longues qui permettent des fibres élémentaires, elles sont assemblées en faisceaux. Il faut séparer la notion de fibre et de faisceaux, faisceaux qui sont des structures extraordinaires, des structures composites optimisées extraordinaires. Je vous donnerai des références si vous voulez comprendre comment ça marche. Et après, ce rouissage, c'est une opération hyper risquée
Et du coup, parce que c'est la deuxième étape, c'est un début de biodégradation. Et donc, dans les qualités, ce qu'a dit Anne, c'est que tout compte fait qu'il y a des qualités où il faut endommager la lamelle mitoyenne pour permettre le glissement des fibres sans trop les endommager. Et ça, c'est très compliqué et c'est pour ça que c'est une opération risquée. Alors, comment on fait? Moi, c'est simple. Si je m'intéresse aux matériaux composites, c'est parce que j'ai rêvé bateau toute ma vie. Voilà. Tout petit, j'ai décidé de faire ça. Et après, j'ai choisi d'avoir une voie sur les matériaux parce que j'ai vu que faire de l'architecture, c'est plus risqué, c'était plus difficile. Et donc, c'est les matériaux composites qui permettaient de faire les plus belles structures. À partir de 1991, je trouvais vraiment que notre société allait dans le monde. Moi, je suis né, j'ai été adolescent quand René Dumont se présente aux élections présidentielles en France. Donc, j'ai été marqué par cette histoire, même si j'avais 13 ans, de 13 ou 14 ans. Et donc, persuadé qu'on va dans le mur, et malheureusement, on va de plus en plus dans le mur. Hein. Et donc, je me suis dit, il faut faire autrement. Et j'ai commencé à travailler sur des biocomposites, c'est-à-dire substituer des fibres de verre par des fibres de lin. Puis après, on a... Alors, pourquoi le lin? Simplement parce que cette ressource est disponible, qu'elle est remarquable. Ces cellules sont remarquables. Après, on s'est posé plein de questions sur la variété, les conditions de croissance. Enfin, voilà. On a travaillé avec les sélectionneurs, on s'est posé la question des matrices, des analyses de cycle de vie. Enfin, voilà. On a pris tout l'ensemble et puis maintenant, on est capable de faire des matériaux à très haute performance environnementale et à très haute performance technique. Alors, il y a des fibres de lin, il y a des fibres d'ortie, il y a des fibres de rami, enfin, il y a plein d'autres choses, on peut en revenir là-dessus. Mais vous voyez, on a tiré sur cette idée de matériaux issus de ressources renouvelables. Alors, on passe souvent du berceau à la tombe, du cycle, tout compte fait de vie. Moi, j'ai très vite intégré du berceau au berceau, et puis tout compte fait, on a changé de modèle, on s'est intéressé à la terre. J'expliquerai ça cet après-midi dans le truc avec l'OFB. Oui, on a appris à penser complètement autrement. Alors aujourd'hui, moi je suis malheureusement en fin de carrière, c'est beaucoup de travaux de recherche, mais aussi des gens qui sont emparés de ce concept, comme Roland, qui a dit moi je vais changer d'échelle. Nous on a fait des protos, on a fait des pilotes, on a essayé de faire des trucs comme ça, mais on est resté dans notre métier. Et il y a d'autres personnes qui ont pris la suite. Vas-y Roland. Oui. Écoute, comment enchaîner si ce n'est que, comme je disais tout à l'heure, moi, un peu plus tard que Christophe, j'ai vu le modèle qui partait pas très bien. Donc, comment faire, comment essayer? Effectivement, moi, j'ai commencé dans le composite fin des années 70, début des années 80, là, à ce moment-là où il y a la bascule vers le carbone, le Kevlar, le carbone, le haut module, et puis boum, ça va entraîner toute une modification du monde de la course au large, au sens large, de la conception à la construction, à la navigation. Enfin, ça ouvre des horizons. Donc, je vais surfer sur ces matériaux fantastiques jusqu'à me poser les questions dont on parlait. Et donc, on est en fin 2010. Donc, c'est un moment où on a l'occasion, nous, avec Kairos, de faire le bilan carbone de notre activité. Pour moi, c'est vraiment axé sur les matériaux, parce que tout d'un coup, ce carbone qu'on met en œuvre me paraît tellement énorme. Bon, en fait, il se trouve que ce bilan carbone de notre activité nous apprendra plein d'autres choses aussi, et qu'il n'y a pas que l'aspect matériaux, mais quand même. Et là, on va récolter, en fait, à la lecture des travaux de Christophe, avec Peter Davis à l'IFREMER aussi, on va récolter des trucs, mais de la fibre de banane, de la fibre de chanvre, de la fibre de lin, de la fibre de coco, un peu de tout. Et on va essayer, on va faire des éprouvettes, parce qu'on a quand même envie d'avoir quelques données à partager ensemble. Assez rapidement, on va trouver ça très intéressant et très excitant. Et la fibre de lin, pour les raisons données par Christophe et par Anne, elle s'impose, d'autant que moi, en toile de fond, si tu veux, quand je fais un petit recul général sur mon activité et la monoculture qu'on peut avoir dans la compétition, avec peu de temps pour ouvrir les oreillettes et les œillères, mais quand même, c'est vrai que ça a fait la fortune de territoires comme la Bretagne à une époque. Les calvaires et les manoirs qui sont là, ils sont dus à ces fibres naturelles qu'on fait naviguer des milliers de bateaux. Et est-ce qu'on ne serait pas capable, au 3e millénaire, d'être assez intelligent pour comparer pour harmoniser nos technos d'aujourd'hui
avec ces fibres qui, depuis des millénaires, savent très bien tenir debout toutes seules, quoi. Avec en point de mire, parce que là, on parle beaucoup de la fibre, mais on va évidemment parler de l'affaire de la résine. Un composite ne tient que s'il est armé d'un liant et qui reste le sujet sur l'aspect environnemental de l'affaire, parce que le lin, il n'y a pas photo. Donc, on va attaquer comme ça, des éprouvettes, on va attaquer des petits surfs en les disséminant en fait aux shapers et aux surfeurs du coin de nos côtes. Et en expérimentant, en fait, je vais découvrir un truc au fur et à mesure, moi, c'est que donc, le bureau d'études de Kéros, à l'époque, est encore axé vers la course au large. C'est en 2013 qu'on va partir vraiment dans le monde de l'éco-conception, donc dans la R&D à ce niveau-là, et que la R&D la plus compliquée, c'est la résistance au développement, en fait. Et on va la trouver à toutes les échelles et jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a pas mal de verrous techniques, mais je dirais que ça n'est que de la technique. Pour peu qu'on pose les problèmes, on peut trouver des solutions. Mais c'est la façon d'aborder ces problèmes-là qui est date et qui dure. Quand on a proposé nos premiers surfs aux surfeurs locaux et aux shapers locaux, on n'a pas fait un fauteuil. On a sorti le discours technique avec des jolies planches parfois qui étaient assez propres. On peut toujours en discuter dans les détails. A aussi un bilan carbone qu'on avait fait du surf en disant voilà, le tissu vient de Normandie, la résine elle est française, le pain de mousse c'est du polystyrène recyclé, etc. On avait ça fait 15 ans. On n'a pas fait un fauteuil. Tu parlais de résistance au développement? Oui. Ça veut dire quoi? La résistance au développement, si tu veux, c'est un peu, pour donner une autre phrase, c'est on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, quoi. C'est-à-dire quand on ne veut pas trouver la solution, on va trouver plein d'arguments pour ne pas aller creuser vraiment le problème dans tous ses contours. Et c'est souvent pas que technique. On comprend bien que le composite est qu'un chantier qui fait du nautisme ou autre chose, il soit très méfiant dans une transformation de son process ou de son matériau. Ça, c'est très compréhensible. Mais c'est l'univers autour de ça qui est compliqué. Moi, tu sais, dans le monde de la course au large, je vais pas donner les noms, mais ça me fait plutôt rire. J'ai quelques collègues qui me voyaient plutôt aller fumer mon herbe que de la mettre en œuvre dans ces débuts d'année-là. Il y a finalement très peu de gens qui sont venus essayer. Le premier bateau qu'on a construit, c'était le Goualaz, le petit trimaran dans un moule de tricat en 2012. Donc, il a été mis à l'eau en 2013. Il y a finalement très peu de monde qui est venu naviguer, essayer. Ça a fait un succès médiatique de circonstance, on va dire. Mais on se faisait mal voir par une partie du milieu nautique, puisque l'année suivante, on faisait une série de stand-up paddle là, dont les premiers exemplaires étaient exposés au salon nautique. Et j'avais des retours très négatifs. On venait déranger. Mais c'est quand même, ça paraît incroyable, parce que on n'est quand même pas des révolutionnaires haut de gamme. J'aurais pris d'autres armes pour faire la révolution, tu vois. Mais tout ça fait partie de ce que je raconte, la résistance au développement, quoi. Donc c'est assez intéressant, surtout quand on est têtu. Qu'est-ce qui et après le Goualaz, tu as fait d'autres grosses pièces ou d'autres expérimentations où là on commence à passer un petit peu à l'échelle, on voit le navire We Explore derrière. Ouais, alors du Goualaz, le Goualaz, il a vécu toutes ses aventures, je ne m'attarde pas dessus avec nos surfeurs fous de Lost in the Swell. Il a quand même été navigué à l'autre bout du monde, il navigue toujours, il a cassé 2 fois ses bras de liaison qui sont en aluminium, mais le lin tient toujours, tu vois. Enfin, on a un retour de terrain en aparté des échantillons qui sont en labo, en vieillissement depuis l'origine, quasiment. Ensuite, on a le premier passeur, le bateau qui fait passer les passagers du port de Concarneau, d'un bout à l'autre du port de Concarneau, le bateau électrique. Donc, la timonerie et les superstructures sont en lin. Ensuite, dans les grosses évolutions, on a fait un pont de bateau pour un one-shot de 9 mètres environ. Et le chantier IDB Marine qui est à côté de chez nous,
par le hasard d'un client à lui que j'avais rencontré, a souhaité passer de la fibre de verre à la fibre de lin. Et Denis, le patron du chantier, attendait aussi cette occasion-là parce qu'il n'avait pas forcément la possibilité, c'était pas évident de se lancer tout seul dans l'aventure. Et donc, ça a suivi avec, écoute, j'ai pas les chiffres, mais 4 Morito 888, je crois, et 4 Morito 650. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça. Et puis ensuite, en 2020, d'une part, il y a eu le Covid, et on s'est tous assis autour de la table en se disant de quoi sera fait le monde de demain. Et puis, moi, je me suis assis à côté de Sophie, ma coéquipière et co-skipper, et je dis, écoute, essayons pour être compris de faire plus grand. Voilà. Et c'est de là qu'est parti We Explore. On s'était donné 2 choix, si tu veux. Faire un prototype dans lequel on aurait poussé beaucoup plus loin l'éco-conception sur certains domaines, avec le risque d'être encore pris pour de joyeux visionnaires pionniers dans notre petit coin, ou alors de collaborer avec un outil industriel et de faire ensemble un pas, quoi. Alors, le premier pas a été fait avec la rencontre avec Terre de Lin dans un partenariat sur le bateau, parce qu'on travaillait techniquement ensemble. Et là, donc, on a été beaucoup plus loin. Et je crois que le premier gap, parce qu'on peut revenir sur l'impact environnemental de We Explore pendant des heures, et puis on est très transparent là-dessus. Mais on a réussi ensemble à faire tisser le tissu qui compose We Explore par un grand faiseur du tissage composite, qui était, Anne, tu me reprendras, hein, mais c'était Certex. C'était Certex. C'était Certex. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Et moi, je voulais juste rebondir sur un tout petit point par rapport à ce que tu disais, Roland. C'est sur ton point du fait que, il y a des résistances. Nous, ça, on le rencontre aussi dans d'autres secteurs. Et c'est vrai qu'il faut des gens comme Roland pour faire émerger des projets et pour montrer que c'est possible, en fait. Et je pense que le We Explore avait vraiment, pour nous, en tout cas, cet objectif. Excuse-moi, Roland, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Mais je ne sais plus où j'en étais, d'ailleurs, parce que We Explore, écoute, aujourd'hui, c'est 44 000 milles. Donc, il a fait la route du Rhum 2022 en premier chapitre. Et c'était rigolo, parce que même en 2022, on avait encore des échos sur mais l'herbe, ça va sauter. Enfin, c'est très long. D'ailleurs, il faut le dire, hein, avec le chantier, nous, on avait calculé le bateau entièrement en lin avec le cabinet VPLP qui est l'architecte, puisque We Explore, c'est un modèle Outre-mer 5X, c'est le numéro 34 d'une série. Donc, l'idée aussi, d'un point de vue impact environnemental, mais aussi échange de process et collaboration, c'était de venir vraiment s'intégrer dans le savoir-faire du chantier, ne modifier que la marge pour que tout le monde se comprenne. On ne faisait pas un bateau de la NASA ni de l'aérospatiale. Et donc, ce bateau-là aurait pu être tout en lin, mais effectivement, on va dire sagement, l'univers du chantier nous a dit, écoute, nous, on a peur. Là, il y a notre responsabilité, notre image en jeu. 100%, ça fait trop d'innovation. Et donc, on est effectivement à 50%. Il y a l'équivalent d'un champ d'1,5 hectare de lin à peu près sur le bateau, un peu plus maintenant. Mais on s'est dit, c'est déjà pas mal. Et la première réussite d'un projet, c'est quand tout le monde sort copain. Et c'est le cas, et on collabore encore ensemble. Donc, c'est déjà pas mal. La question de l'image est intéressante parce que, effectivement, la voilerie All Purpose développe des voiles en membrane avec du lin. Et effectivement, ça reste des voiles très performantes, mais il y a un frein à la commercialisation lié au côté, effectivement, un peu trop écolo dans l'image, alors que ce sont des voiles performantes. Je ne sais pas si on peut revenir sur l'expérimentation, le tour du monde de Damien Seguin avec une GV en lin. Je crois, Christophe, tu as regardé un peu de près l'état de la voile à son retour d'un tour du monde. Est-ce que tu peux partager un petit peu ces éléments-là ?
Oui. Alors donc, l'idée, ça a été d'abord de faire une voile de Figaro. Après, il y a eu différents protos, la voile de We Explore. Hein. Et puis, il y a tout un programme de recherche qui s'est mis en place avec CLM, qui est le fabricant de membranes, All Purpose, le voilier, Keros pour les analyses de cycle de vie, hein. Enfin, la quantification des impacts, les gains. Et puis, nous, en termes de développement. Donc, ça a conduit à une première grand voile d'Amiens, une deuxième pour son tour du monde. Et cette deuxième grand voile, qui a fait 24 000 milles, on l'a passée au microscope. Mais celle de Roland, de mémoire, alors, je n'ai pas tes derniers chiffres, mais j'étais à 46 000 milles ou un truc comme ça. Tu as fait pratiquement le tour du monde. Hein. 44. Bon, voilà. Et ça navigue encore. Donc, tout compte fait, qu'est-ce que ça a permis de faire? Alors, de changer de technologie, d'essayer d'apprendre à maîtriser ses fibres, de faire des voiles qui ne sont pas plus chères que les autres, de faire des voiles qui ont les mêmes performances. Je crois qu'il y a 1 ou 2 kilos de différence. Et par contre, ça a permis de réduire de 65% les impacts. Alors ça, c'est moi qui le dis, mais les gens de l'IMOCA sont venus, ont audité la fabrication des membranes, ont compté le moindre litre d'acétane utilisé, enfin toute la filière. Moi, j'étais là lors de l'audit, donc je peux vous en parler. On a remis plein de fois ces voiles sur le plancher de la voilerie. On a regardé ça en détail avec Roland et l'équipe de Keros et puis on le propose. Donc voilà, on sait faire. Alors après, qu'est-ce qui fait qu'une équipe de course plonge ou pas? La grand voile qu'utilise maintenant Damien Seguin sur son trimaran, elle est faite de la même façon, simplement que c'est des fibres d'ortie. Mais l'idée, c'est le même principe, c'est utiliser ces parois végétales et on est sur des architectures de plantes tout à fait identiques et des cellules qui sont très très proches. D'accord. Donc voilà, ça fonctionne. Une question d'Antoine sur le vieillissement, effectivement, au-delà du fait de dire que ça ne bouge pas, l'environnement salin, la voile, les vagues, etc. Est-ce qu'on a une perte de propriété mécanique par rapport aux fibres de verre ou de carbone? Est-ce qu'il y a un moment, effectivement, il y a des problèmes liés à l'eau ou pas? Bah, écoute, moi, j'ai un peu envie de... Vas-y, Roland. Là-dessus, c'est toujours compliqué ce sujet parce que les gens ont l'impression que ça va se dissoudre. Quoi. Ouais. Sauf que, regardez le vivant, regardez comment ça fonctionne. Une feuille morte tombe au sol et il y a l'humus. Et tout compte fait, vous êtes dans un système où quand vous vous intéressez au puits carbone, vous apercevez que l'endroit dans une forêt où vous stockez un maximum de CO2, c'est dans le sol. Et pourquoi ça se stocke aussi longtemps? C'est parce qu'il y a des mécanismes de persistance dans le temps, et c'est ça qui nous permet d'avoir des terres agricoles qui sont tout à fait utilisables et durables. S'il y avait une vitesse de biodégradation hyper rapide, ça disparaîtrait. Donc ça, c'est pas un problème. On a fabriqué des presses étoubles dès les années 1910, des pièces d'accastillage en céloron. Moi, j'ai des winches, je dois en avoir un sous mon bureau là, avec une poupée, avec du coton et des fibres, et des fibres de coton plus de la résine phénolique. Ça marche très bien, ça dure dans le temps. N'oubliez pas que les composites, l'un des problèmes, et ça a été le principal problème pour les fibres de verre, c'est quand il y a migration d'eau à l'intérieur et qu'il y a des problèmes de rupture des liaisons interfaciales, quoi. Après, nous, on a des travaux de recherche sur les mécanismes de biodégradation, sur les cinétiques de biodégradation, puisqu'on veut avoir des matériaux qui sont complètement biodégradables et bioassimilables en milieu naturel. Donc, on est capable de le faire. Ça n'empêche qu'on est capable de faire des pièces aéronautiques qui durent 20 ans et qui passent à moins 50 et qui ont des performances. C'est après dans les conditions. Mais ça ne vous inquiète pas de laver votre chemise? Ça ne vous pose pas de problème d'avoir un bateau en bois? Et brutalement, vous auriez un problème parce que, vous voyez, il y a un problème dans l'imaginaire. En tout cas, dans les études que tu as menées, on est sur des caractéristiques comme celle de la fibre de verre ou autres fibres non biosourcées, en fait. Pour te donner l'exemple, les biocomposites. Si on parle de la grande voile de We Explore, par exemple, effectivement, 44 000 milles sur le retour terrain, entre guillemets. Donc 44 000 milles, tu commences à serrer un peu les fesses quand même avec une voile normale, parce que le bateau, bon, il n'a pas un programme d'IMOCA ou d'Ultime, enfin, il navigue quand même beaucoup et plus contraint que son frère du 5X qui fait plutôt un tour du monde par les alizés. Tranquille, nous, on fait quand même beaucoup de naves contre le vent, avec de la mer, etc. Là, le profil de la grand voile est franchement excellent. On a eu quelques glissements de tissu, mais au dire des voiliers et de ceux qui connaissent un peu le truc, ça serait arrivé sur n'importe quelle voile, en n'importe quel textile, donc elle est un peu renforcée. Le challenge, là, c'est de faire la prochaine route du Rhum, donc 2 routes du Rhum avec
avec une même grand voile. Un peu quand même aussi, encore une fois, pour montrer à ceux qui ne sont pas convaincus que ça peut durer longtemps. Ouais. Et donc, il y a vraiment des bons retours. Et de la même façon qu'on l'a eu pour le lin dans le composite coque, comme disait Christophe, et là, on revient toujours au même problème. Je sais que Mathieu, moi, je n'ai pas d'action chez All Purpose, si tu veux, mais un des obstacles, c'est ça. Il y a du naturel, il y a du renouvelable, il y a de la biomasse dans une voile, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être solide, c'est pas possible. Donc, c'est encore une fois le verrou. Okay. Je sais pas, on a un élément environnemental, donc, et idem pour les composites de coque. Est-ce qu'au final, c'est souvent les problèmes de poids aussi qui sont évoqués en termes de freins techniques? Est-ce que là, tu parlais d'1 kilo ou 2 kilos de plus lourd sur la GV de Damien, c'est ça? Oui, c'est complètement anecdotique. Et puis, il suffirait de regarder si ce n'est pas les prises de riz qu'on fout tout le bordel, quoi. Mais donc, c'est le même. Au niveau du poids, c'est tout à fait pareil, la même fiabilité. Alors, plus lourd, plus léger, c'est très, très simple. Hein. La densité des parois végétales, c'est 1,5. Voilà. Donc, si vous regardez, le verre, c'est 2,54, le carbone, c'est 1,85. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'idées. Alors, moi, j'ai commencé les composites en 85. À 91, je fais ce choix de vie professionnelle. Ils rigolent jusqu'en 2003. Et le moment, septembre 2003, pour une première fois, les gens ne rigolent pas. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Une grande catastrophe caniculaire en France et 15 000 morts. Je me suis dit, c'est bon, ils vont comprendre. Mais non, ça ne change pas. Et on voit encore des choses. Il y a une question autour des fibres de basalte. Et là, on a un problème intellectuel, quoi. Fibre de basalte, c'est quoi? C'est SiO2. Et SiO2, c'est le principal composant de l'écorce terrestre. Pour sortir des fibres de basalte, il faut monter à 1800 degrés. Et de l'autre côté, il y a des cellules végétales qui se développent par photosynthèse. C'est simple, c'est le soleil qui permet le développement. Et le fait que ces fibres aient des performances remarquables parce qu'elles tiennent une plante, mais aussi parce qu'elles ont des capacités d'amortissement, à cause de la plante, hein, c'est leur fonction dans la plante, permet de faire des composites extraordinaires avec d'autres performances. On n'est pas en concurrence directe, on est en train d'essayer de développer des matériaux en intégrant la gestion de fin de vie. Il y a une question autour, pourquoi pas mélanger avec du carbone, et ouais, on sait faire. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des bateaux en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait des voiles, voilà, comment on pense, comment on fait de l'éco-conception. À chaque étape, il faut compter les impacts sur l'environnement. Et voyez, dans le débat aujourd'hui sur la radio, climatiseur, pas climatiseur, vous voyez, on n'a pas envie, on est addictif, on n'a pas envie de changer, alors qu'il y a d'autres manières de penser. C'est assez simple, tout compte fait. Simplement, ça demande de sortir de son château. Il y a un proverbe, je reviens du Cameroun, j'étais au Cameroun la semaine dernière, autour de l'éco-habitat. On voit qu'il y a des pays où ça avance beaucoup, beaucoup plus vite qu'en France. Hein. Eh bien, il y a un proverbe qui dit, mais tout compte fait, la chèvre attachée mange que l'herbe disponible en fonction de la longueur de la corde, quoi. Et donc, ce qu'il faut arriver, c'est à briser cette corde et aller voir ailleurs, s'apercevoir qu'on a toutes les raisons de ne pas bouger et on a surtout une urgence de bouger, quoi. Au final, c'est bien de valoriser cette fibre comme une fibre vraiment performante et pas seulement l'argument écologique de l'affaire. Est-ce qu'on peut parler de matrice et de résine et d'analyse de cycle de vie? Tu l'as évoqué rapidement de faire de l'éco-conception. Donc là, on voit bien le côté vertueux d'intégrer des biomatériaux dans la fabrication. Et est-ce qu'au final, on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'une pièce en résine, fibre de verre plus résine, ou fibre carbone plus résine, ou là aussi, il y a des travaux de recherche sur la fin de vie d'une pièce à base de lin? Peut-être Christophe, oui, Roland, sur la fin de vie des pièces. Vas-y, Christophe. Oui, alors sur la fin de vie, alors, il y a des modèles de structure. WeExport, c'est une très grande structure. Donc, ça passe dans un procédé industriel, ce qui fait qu'il y a eu un choix pour démontrer la performance avec des résines tout à fait classiques qui posent des questions de fin de vie. Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut brûler, éventuellement incinérer l'ensemble, mais on va chercher d'autres modèles. Sur d'autres pièces industrielles, on est plus sur des matrices thermoplastiques. Et dans les matrices thermoplastiques, il y a toute une gamme qui sont quand même complètement biocompostables, biodégradables. Donc, on peut faire des matériaux qui sont durables, qui sont recyclables mécaniquement et qui peuvent permettre une fin de vie en biodégradation. Alors, après, il faut qu'on définisse les conditions de biodégradation. Roland, tu voulais préciser?
Écoute, oui, parce qu'on pourrait vraiment faire une journée spéciale matrice et résine, parce que c'est vraiment très, très compliqué. Mais sur WeExport, pour la faire court, on a à peu près, comme quand on va chercher une glace chez le glacier, on a à peu près tous les parfums. Le pont de WeExplore, qui est la plus grande pièce, en fait, faite d'un seul tenant en lin. Donc, on a pris l'option de la résine vinylester, sachant que dans ces chantiers, globalement, c'est de la résine polyester qu'on emploie, la vinylester, pour des histoires d'étanchéité, d'assurer un peu le coup, on va dire. Et puis à bord, entre les planchers, les cloisons et autres morceaux, on a de la résine à différents parfums, donc des époxys partiellement biosourcés. On a fait de la thermocompression aussi avec différents types d'époxy, et les aménagements du bateau sont effectivement en thermoplastique avec nos produits Carlin qui sont donc sur un fibre de lin et matrice PLA, où là effectivement sur la plus grande partie de la gamme, est recyclable et compostable en compost industriel. Donc techniquement, c'est vraiment réjouissant, parce que pour des gens qui ont travaillé dans le composite toute leur vie, se dire ça y est, on en a un qui va retourner faire du terreau. Et ce produit-là même m'a fait me poser des questions, moi, sur mon propre métier ou sur notre bureau d'études, et quel est le sens de nos actions. C'est-à-dire que les premiers marchés, et il y a une photo de WeExplore derrière, là d'ailleurs, c'était pour du plastique éphémère. Pour ce qu'on appelle les PLV ou les choses qui ne durent pas longtemps. Donc tu dis, c'est toujours pareil, là on a inventé techniquement quelque chose qui tient la route, alors qui ne fera pas une coque de bateau tout de suite demain matin, aussi gros que WeExplore, mais si c'est pour faire des Kleenex, à quoi bon aussi? Et donc, il nous est important avec le BE, quand on fait un accompagnement de projet, au-delà des chiffres d'une ACV, au-delà des chiffres d'un bilan carbone ou d'une empreinte environnementale, et de dire oui, mais quel usage et comment? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers dans la chaîne à modifier pour que l'ensemble du projet ait plus de résultats finalement comptables? Oui, c'est une autre partie de l'activité de Kairos, de faire du conseil en éco-conception, hein, c'est ça. Mais oui. Et sur la partie lin, tu vois, ça n'avance jamais assez vite. Et Anne, elle en parle très bien. Et pour être aussi pour suivre tout ça, c'est vrai que les Chinois achètent tout. Hein, qu'il faut diversifier. Que nous, on a peut-être été trop peut-être radicaux, dans le sens où c'est vraiment l'éco-conception qui nous intéresse et le gain environnemental. En revanche, il faut vraiment développer par tout moyen la filière composite lin et peut-être d'autres fibres renouvelables. Mais il faut franchir des étapes, quoi. Et là, en ce moment, on ne fait pas encore assez de lin composite. Du coup, pour la partie agricole, c'est compliqué parce qu'on ne voit pas les volumes arriver. Puis, on n'est pas assez nombreux à faire encore cette R&D technique et ce développement de lin dans nos matériaux composites. Et on ferait à chaque fois des gains environnementaux, des gains économiques, des gains de process, mais on n'est pas assez nombreux, quoi. C'est justement la question du passage à l'échelle, du coup, et d'une échelle plus industrielle. C'est les volumes qui manquent aujourd'hui pour passer à l'échelle industrielle et réduire sans doute un petit peu plus les coûts, parce que j'imagine que c'est un petit peu plus cher aujourd'hui, un petit peu, beaucoup, pas beaucoup. Ça, c'est un vaste sujet, j'ai envie de dire. Je me permets juste de prendre la parole, pas uniquement pour le secteur du nautisme, mais nous, on l'observe aussi dans d'autres secteurs comme l'automotive. Alors, on dit toujours, oui, le lin est plus cher, le lin est plus lourd, le lin est plus… Bon. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, Roland parlait de la filière, mais aujourd'hui, elle commence à se mettre en place. Nous, on fait le pari que ce seront des industriels traditionnels du composite qui vont accompagner la filière, parce que c'est difficile de monter une filière comme ça de rien du tout. Par contre, ça veut dire qu'il faut accompagner
Christophe intervenait sur la densité de la matière, mais il y a aussi, pour préserver des problèmes de poids, un accompagnement à faire sur la mise en œuvre du produit. Quel type de mise en œuvre, comment on va mettre en œuvre le produit avec une pression donnée pour obtenir un bon rapport fibre-résine et pas trop de poids. Enfin, voilà, donc là, il y a de l'accompagnement à faire. Et que petit à petit, chaque maillon de la filière s'approprie les matières naturelles, en fait, parce que je pense que ça ne concerne pas que le lin. Donc, il y a ça que je voulais dire. En termes de prix, pour nous, là aussi, il faut penser, et je pense que ça, Roland, tu ne me démentiras pas, qu'une fibre de lin, eh bien, il faut adapter la conception, en fait, de la pièce. Et on ne va pas prendre exactement la même conception qu'avec une fibre de verre. Donc, il faut repenser la pièce. Et ça veut dire la repenser techniquement, mais aussi d'un point de vue coût. Comment on fait pour essayer d'obtenir un bilan caractéristiques techniques et coût qui soit acceptable. Et j'en finis sur un point, juste un exemple, mais deux. D'abord, tout à l'heure, Roland parlait d'IDB Marine. IDB Marine, quand ils parlent de leur bateau en lin, ils disent ça nous a coûté 4% de plus qu'avec de la fibre de verre. Donc, je pense que c'est un bon exemple. Mais il y avait plein de co-bénéfices du type les opérateurs qui n'ont pas besoin qui n'ont pas les doigts qui leur piquent parce que d'ordinaire, avec la fibre de verre ou la fibre de carbone, c'est plus compliqué. Enfin, voilà, il y a d'autres co-bénéfices qu'on ne mesure pas, mais qui sont là quand même, d'une part. Et d'autre part, deuxième exemple, aujourd'hui, et ça, je ne sais pas si... donc, ça ne concerne pas le monde du nautisme, mais il commence à y avoir du lin dans le monde de l'automobile, avec Audi qui est en train de lancer un véhicule à base de lin. Okay. Et là aussi, alors évidemment, on est dans du très haut de gamme, ce n'est pas le véhicule tout venant, mais ils font le pari du lin. Pourquoi ? Parce qu'un des gros bénéfices du lin aussi, c'est d'apporter de l'allègement dans les véhicules. Bien sûr, avec toutes les réserves en termes de mise en œuvre, etc. Mais à terme, ça répond à d'autres problématiques aussi qui sont que dans tout ce qui est mobilité, on a besoin d'allègement pour diminuer l'empreinte CO2 à l'utilisation. Donc voilà, je pense que ça se raisonne en coût-bénéfice et il ne faut pas penser uniquement coût, c'est au global. Si on a des acteurs comme Audi ou de l'automobile comme ça qui utilisent le lin, ça peut aider à faire passer la barrière de la... c'est ce qu'on espère et je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on recherche tous ces acteurs qui vont nous aider à faire décoller, à faire démarrer Il y a quelques questions sur l'éolien, qui est un gros consommateur de composites. Est-ce que vous êtes approché par les concepteurs de pales en particulier, qui du coup déclencheraient un volume intéressant? Et en gros, au-delà de l'automobile, quels sont les autres secteurs qui s'intéressent aux composites à base de lin? Moi, je vais bien répondre pour l'éolien. Pour des petites pales, ça a été fait, ça marche très bien. Il y a des travaux, il y a des vidéos sur Internet. Enfin, voilà. Ça fonctionne, on sait faire. Petite pale, c'est si on va vers de l'éolien, là, il y a une question sur des pales de 6 mètres, ça, c'est pas un problème. Okay. Mais parce qu'on les a fait, et ça marche très bien aussi avec du bois, donc là, on est capable de gagner encore de la masse avec ces fibres. Si on va sur des grandes pales d'éoliennes, et il y a d'ailleurs, ça sera abordé cet après-midi dans l'autre truc, l'autre colloque, là, je parlerai à la fin. Et vous avez, voilà, les grandes pales aujourd'hui en offshore, c'est 240 mètres de diamètre, le rotor. Ça veut dire qu'on a un sacré problème de raideur. Et là, vous prenez le tableau de Mendeleïev, vous allez comprendre très vite qu'il n'y a que le carbone. Alors, on peut faire des fibres de carbone en brûlant des fibres de lin, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps, à partir de fibres de viscose qui étaient cramées, mais ce n'est pas très logique de démonter ces structures qui sont extraordinaires et utilisables directement. Donc, on peut faire remplacer le verre substitué par du lin, ça marche très bien. Après, par du carbone, le carbone en termes de modules, c'est tel qu'il n'y a pas de solution. Et après, aussi, vous regardez bien les stratégies gestion de fin de vie
des pales, c'est tout l'ensemble qu'il faut retraiter, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, c'est des pièces, c'est des technologies avec des mécanismes après de démontage par solvolyse et autres. Et ce qu'on cherche maintenant, c'est récupérer des bandes de tissus. Donc, on va voir. Il y a une question tout à l'heure qui disait, mais pourquoi on n'utilise pas des tissus de lin pour faire des voiles? Oui. Ben, la réponse est assez simple. Vous avez des fibres très anisotropes compte tenu de leur fonction dans leur plante. Donc, les propriétés dépendent de la direction de sollicitation et sont très costauds dans la direction longitudinale. Si vous commencez à faire un fil, vous les torsadez. Et si vous faites un tissu, vous allez avoir l'embuvage. En clair, vous êtes en train de perdre le bénéfice, le potentiel de renforcement des fibres parce que vous les désorientez. Donc, il faut penser autrement. C'est pour ça que les membranes fabriquées par CLM et des voiles le proposent sont faites avec des fibres alignées, des mèches alignées. Il y a tout un process qui a été développé. Il y a une technologie à développer pour les spécificités. Il y a une question de Dominique sur la fabrication pour Roland. Le concept de panneau à base de lin, type contreplaqué, est-ce que ça permettrait de concevoir des bateaux à forme développable? Ah ben alors, c'est une bonne question qui va même au-delà du lin. C'est que oui, effectivement, faire des panneaux plans et faire des formes développables, donc modifier sa façon de penser en termes de conception, on fait l'économie d'un moule de bateau. Le Fireball, si tout le monde se rappelle de nos Fireballs d'enfance, c'était un bateau génial. Et alors moi, c'est plusieurs fois, alors je suis un peu sorti du milieu IMOCA officiellement, entre guillemets, et les architectes, mais plusieurs fois, j'aurais posé la question sur leur prochaine forme de coque, est-ce qu'ils voudraient passer à la moulinette de l'ordi une coque en développé. Plusieurs fois, ils m'ont dit ouais, ça serait une bonne idée parce que si ça se trouve, on pourrait faire des trucs sympas. Et ben plusieurs fois, ils m'ont répondu mais là, on n'a pas encore eu le temps, on a oublié, etc. Donc ça, on revient au même problème. Mais ça serait logique. Alors, panneau contreplaqué ou panneau lin, après voilà, on est sur un composite classique, donc ça serait 2 pots de lin orienté évidemment échantillonné avec une âme qui peut être biosourcée, qui peut être pétrosourcée. Enfin voilà, on retombe dans le même comment faire le meilleur impact environnemental de la chose. Sinon, nous, le Goualaz et une partie de We Explore, c'est du lin et du liège en âme. C'est assez vertueux. Il y avait une question de Patricia. Est-ce que le chantier Outre-mer a intégré du lin sur d'autres voiliers depuis We Explore? Alors, très honnêtement, non, à la marge. En fait, il y a eu ce grand projet en fait, qui a pas mal remué et qui a été hyper intéressant en interne, en tout cas en la collaboration interne. On avait un projet de R&D ensemble qui était reculé là parce que vous savez tous que la période post-Covid, si elle était de la folie pour les commandes de bateaux, ça s'est beaucoup calmé depuis et tous les chantiers, on les comprend bien, ont d'autres priorités. Moi, j'y crois particulièrement et on a fait des prototypes de pièces et tout ça sur beaucoup de petites pièces plutôt que peu de grandes pièces. C'est pas forcément évident que ce soit des ponts ou des coques en lin qui soient dans ces tailles de bateaux le meilleur ratio pour tout le monde, que ce soit pour la planète, comme pour le modèle économique d'un chantier, comme pour le client. Et donc, sur la multiplication de petites pièces, il y aurait facilement plein de choses à faire, d'autant que dans les petites pièces, comme le disait Anne, je crois tout à l'heure aussi, en technique, en gros, plus on peut presser et plus on peut gérer l'aspiration de la résine, meilleur est le taux de fibre, meilleur c'est pour l'environnement, meilleur c'est pour le modèle économique, meilleur c'est pour tout le monde. Donc il y a vraiment des choses très 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 intéressantes à faire et peut-être pas tout de suite dans les grandes coques de 18 mètres. Il y a de la place pour le lin dans plein de domaines avant. Très bien. On arrive au terme de ce webinaire. Juste pour terminer, donc vous avez parlé de beaucoup de collaborations qui allaient t'inspirer des travaux de Christophe. Comment ça se passe entre une entreprise et un labo? Christophe, est-ce que tes labos sont ouverts? Comment les gens peuvent venir concrètement travailler avec l'UBS ou l'IRDL?
Oh, bah, c'est simple. Moi, tous mes contrats sont liés avec des entreprises, ce qui me permet de faire des choses très fondamentales, mais des choses aussi très appliquées. Donc, après, c'est des projets qui sont montés collaboratifs, quoi. Mais on en a beaucoup, donc c'est assez simple ce qu'on fait. Assez simple. Mais il faut. Ouais, c'est assez simple. Après, on diffuse, on distribue. Après, faudrait. Vous voyez, en 1 heure, on aborde juste un sujet là. Mais peut-être qu'au là, je mettrai un jour une session de formation complète sur une demi-journée pour reposer des questions de base, quoi. Parce que, voilà. Et pareil, concrètement, Anne, si on veut produire, faire des essais, acheter de la fibre, on te contacte, tu es la bonne référence. Oui, on peut nous contacter, me contacter. Alors, nous, on ne vend pas de tissu, hein, il y a eu une question, on vend de la fibre. Mais par contre, on a des clients qui font du tissu et donc, selon le besoin, on orientera vers les clients adéquats. Très bien, merci beaucoup. Pour terminer, donc effectivement, Christophe a parlé d'un webinaire cet après-midi organisé par Eco-Naviguer et l'OFB, donc un webinaire tout l'après-midi sur les enjeux environnementaux et les solutions innovantes dans le domaine des matériaux, donc il sera à nouveau question du lin, mais pas que. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le QR code, et on va vous mettre le lien dans la conversation. Autre information, donc le prochain Selling Café sera consacré au moule et on va regarder justement qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, hein, qui est une activité fortement consommatrice de matériaux aussi, et voilà, certains acteurs ont avancé aussi sur le sujet. Et puis, pour terminer, donc avec ma collègue Audrey, donc et Bretagne Next et la région Bretagne, on a lancé un nouveau site sur le nautisme. Donc auparavant, ça s'appelait Bretagne Info Nautisme. Là, je vous donne rendez-vous sur bretagne-nautisme.bzh. Donc le site est tout neuf. Inscrivez-vous à la newsletter pour rester connecté sur toutes les actualités liées au nautisme et aux transitions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez les petits boutons qui vont bien pour suivre ce site et également sur les réseaux sociaux. Écoutez, je vous remercie. Je remercie la Maison des Skippers qui m'a accueilli aujourd'hui. C'est Lorient Océan qui est en train de se préparer derrière moi. On se donne rendez-vous donc fin août pour le Selling Café sur les moules. Et en attendant, je vous souhaite un bon été. Et merci beaucoup Anne, merci Roland, merci Christophe de nous avoir éclairés sur ce matériau passionnant. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée à tous.